Le vent du nord fouettait impitoyablement les eaux grises du canal de la Manche en cette froide matinée de février 1998. Les vagues se fracassaient contre la coque du navire de sauvetage, Espoir de Calais, avec une violence qui faisait trembler même les marins les plus expérimentés. Le capitaine Marcel Dubois, 45 ans, cheveux grisonnants et regard fatigué par 20 années passées à arracher des vies aux eaux traîtresses, scrutait l'horizon avec ses jumelles depuis la passerelle. Ses mains calleuses serraient fermement l'instrument tandis que la radio grésillait des messages d'urgence qui se perdaient dans le rugissement de la tempête. « Capitaine, nous recevons un signal de détresse », cria Jean-Luc Moreau, son second, un homme trapu aux joues rougies par le froid et l'effort. Une embarcation en perdition, secteur Charlie 7, environ 15 nautiques au nord-ouest. Marcel abaissa ses jumelles et se tourna vers l'écran radar, où un petit point clignotait faiblement. Son cœur se serra comme chaque fois qu'il savait que des vies humaines dépendaient de sa rapidité d'intervention. « Combien de personnes à bord ?» demanda-t-il d'une voix grave. « Impossible à déterminer, capitaine. Le signal est très faible. Ça pourrait être encore des migrants tentant la traversée, » répondit Jean-Luc en ajustant les fréquences radio. Marcel ferma les yeux une seconde, revoyant le visage de sa femme Claire et de sa petite Léa, disparue 3 ans plus tôt dans ce même canal lors d'une sortie en voilier. Le destin cruel avait fait de lui un sauveur d'âmes perdus en mer, comme si sauver les autres pouvait racheter son impuissance à sauver les siennes. « Mettez le cap sur Charlie 7, vitesse maximale », ordonna-t-il en empoignant fermement la barre. Le navire vira brusquement, fendant les flots déchaînés dans un grondement de moteur poussé à pleine puissance. 20 minutes plus tard, ils aperçurent la silhouette pathétique d'un canot pneumatique orange qui dansait dangereusement entre les crêtes blanches des vagues. L'embarcation de fortune, surchargée et prenant l'eau de toutes parts, semblait sur le point de sombrer à chaque instant. Marcel compta rapidement une douzaine de silhouettes recroquevillées, agrippées les unes aux autres comme des naufragés à une bouée de sauvetage. « Mon Dieu !» murmura-t-il en voyant la fragilité de leur embarcation face à la fureur de l'océan. « Préparez les harnais de sauvetage et les couvertures thermiques !» hurla-t-il à son équipe. Thomas Leclerc, le plus jeune de l'équipage, seulement 22 ans, courait déjà vers l'équipement, son visage pâle trahissant son anxiété. C'était seulement sa 3e mission de sauvetage, et la violence de la tempête le terrorisait autant que l'excitait. « Attention, ils n'ont plus beaucoup de temps », ajouta Marcel en manœuvrant habilement pour s'approcher du canot sans le heurter. À mesure qu'il se rapprochait, les détails devenaient plus nets et plus bouleversants. Des hommes, des femmes, quelques enfants, tous trempés jusqu'aux os, grelottant de froid et de peur. Leurs vêtements détrempés collaient à leurs corps amaigris, et leurs visages exprimaient cette résignation mêlée d'espoir désespéré que Marcel avait appris à reconnaître chez tous ceux qui fuyaient la misère pour chercher un avenir meilleur. Au milieu du groupe, il distingua une jeune femme aux longs cheveux noirs qui serrait contre elle un petit paquet enveloppé dans une couverture déchirée. « Nous approchons par bâbord !» cria Jean-Luc dans le haut-parleur. « Tenez-vous prêts, nous allons vous sortir de là. » Mais le canot pneumatique commençait à se dégonfler visiblement, et l'eau froide montait rapidement à l'intérieur. La panique gagnait les passagers qui criaient dans différentes langues, certains tentant désespérément d'écoper l'eau avec leurs mains nues. La jeune femme au bébé vacillait, ses forces l'abandonnant progressivement sous l'effet de l'hypothermie. Marcel dirigea personnellement les opérations de sauvetage, coordonnant chaque geste de son équipe avec la précision d'un chirurgien. Un par un, les passagers furent tissés à bord du navire, enveloppés dans des couvertures chaudes et conduits vers l'infirmerie de fortune. Mais lorsque vint le tour de la jeune femme, elle s'effondra soudainement dans le canot qui sombrait. « Le bébé d'abord !» s'écria-t-elle dans un français haché par l'épuisement et l'émotion. « Sauvez mon bébé, pas moi !» Ces mots transpercèrent Marcel comme une lame glacée. Il se précipita lui-même vers le filin de sauvetage, ignorant les protestations de son équipe qui tentait de le retenir. « Capitaine, c'est trop dangereux !» hurla Thomas. Mais Marcel était déjà en train de descendre vers le canot qui s'enfonçait rapidement. L'eau glacée lui coupa le souffle lorsqu'il toucha la surface, mais il nagea puissamment vers la jeune femme qui tenait encore son enfant au-dessus de l'eau, malgré sa faiblesse extrême. « Je m'appelle Marcel, donnez-moi votre enfant, nous allons vous sauver tous les deux », lui dit-il en français, puis en arabe avec son accent approximatif. Les yeux de la jeune femme, d'un brun profond malgré la fatigue, se fixèrent sur lui avec une intensité bouleversante. « Amira », murmura-t-elle. « Je m'appelle Amira Ben Ali, mon fils, Yanis. 6 mois. » Sa voix s'éteignait,
mais ses bras gardaient leur étreinte protectrice autour du petit être qui pleurait faiblement. Marcel saisit délicatement l'enfant, surpris par la légèreté de ce petit corps qui représentait pourtant tout l'espoir d'une mère. Le bébé Yanis ouvrit de grands yeux sombres et cessa de pleurer, comme s'il comprenait instinctivement qu'il était maintenant en sécurité. Amira sourit faiblement avant de perdre connaissance, son corps s'abandonnant enfin à l'épuisement après des heures de lutte acharnée pour protéger son enfant. Marcel la saisit fermement d'un bras où elle tenant précieusement le bébé de l'autre, luttant contre le poids de leur corps et la force des courants qui tentaient de les entraîner vers le fond. « Hissez-nous » cria-t-il vers son équipe, sa voix portée par le vent. Les cordes se tendirent, et lentement, les 3 corps remontèrent vers le pont du navire. Jean-Luc et Thomas les réceptionnèrent, enveloppant immédiatement Amira dans des couvertures thermiques, tandis que Marcel gardait le petit Yanis contre sa poitrine, sentant les battements fragiles mais réguliers de ce cœur minuscule contre le sien. Pour la première fois depuis la mort de sa propre famille, Marcel ressentit cette connexion primitive et instinctive qui lie un protecteur à un être vulnérable. « Emmenez-les immédiatement à l'infirmerie », ordonna-t-il, « et contactez les services médicaux du port. Cette femme est en hypothermie sévère. » Alors que l'équipe s'activait autour d'Amira inconsciente, Marcel contempla le visage paisible du bébé qui s'était endormi dans ses bras, confiant et serein. Ce petit Yanis ne savait pas encore qu'il venait d'échapper à une mort certaine, ni que sa mère avait risqué sa propre vie pour lui offrir cette chance de survie. Le navire Espoir de Calais mit le cap vers le port, emportant dans ses soutes cette cargaison précieuse de vies sauvées et d'espoirs renaissants. Marcel resta longtemps sur le pont, regardant s'éloigner les eaux grises où tant de drames se jouaient chaque jour, serrant toujours contre lui cet enfant qui venait de transformer quelque chose au plus profond de son âme meurtrie. La tempête commençait à se calmer comme si la mer elle-même reconnaissait la beauté de ce sauvetage et acceptait de libérer ses captifs. Demain, il faudrait affronter les questions administratives, les procédures d'immigration, la bureaucratie implacable. Mais cette nuit, Marcel Dubois avait simplement sauvé 2 vies, et c'était suffisant pour lui redonner foi en sa mission de capitaine sauveteur. Dans ses bras, Yanis souriait dans son sommeil, ignorant que sa vie venait de changer à jamais, tout comme celle de l'homme qu'il avait arraché aux eaux glacées du destin. L'odeur caractéristique de désinfectant et de café froid flottait dans les couloirs de l'hôpital maritime de Calais, quand Marcel Dubois poussa la porte de la chambre 237. Cela faisait maintenant 3 jours qu'Amira Ben Ali luttait entre la vie et la mort, son corps ravagé par l'hypothermie sévère et l'épuisement extrême. Les médecins avaient été formels. Sans l'intervention rapide de l'équipe de sauvetage, elle n'aurait pas survécu 1 heure de plus dans ces eaux glaciales. Marcel tenait dans ses bras le petit Yanis, qui gazouillait doucement en observant avec curiosité les rayons de soleil filtrant à travers les rideaux blancs de la fenêtre. « Comment va-t-elle ce matin, docteur Rousseau ?» demanda Marcel à la femme médecin qui ajustait les perfusions d'Amira. Le docteur Sophie Rousseau, une quinquennaire aux cheveux châtains tirés en chignon strict, leva les yeux de son dossier avec une expression mêlée d'inquiétude et d'espoir. « Son état se stabilise progressivement, capitaine. La fièvre est tombée cette nuit et ses constantes vitales s'améliorent. Je pense qu'elle va reprendre conscience aujourd'hui. » Marcel hocha la tête, soulagé, tandis que Yanis tendait ses petites mains vers les rayons dorés qui dansaient sur le mur. Depuis le sauvetage, Marcel n'avait pratiquement pas quitté l'hôpital. Il avait pris un congé exceptionnel, laissant Jean-Luc superviser les opérations du navire, pour veiller sur cette femme et cet enfant qui avaient bouleversé son existence. Chaque nuit, il dormait sur le fauteuil inconfortable de la chambre, berçant Yanis quand il pleurait, lui donnant le biberon aux heures prescrites, changeant ses couches avec la maladresse touchante d'un homme qui redécouvrait les gestes de la paternité. Les infirmières s'étaient habituées à voir ce capitaine bourru transformer sa voix grave en murmure tendre pour apaiser les pleurs du bébé. « Yanis grandit bien », observa le docteur Rousseau en souriant. « Il a pris 400 grammes depuis son arrivée. Comment dois-je dire ? Votre attention constante lui fait le plus grand bien. » Marcel rougit légèrement à cette remarque. Il n'avait pas vraiment réfléchi à ce qu'il faisait. C'était instinctif, viscéral même. Quand il regardait ce petit garçon aux grands yeux sombres si semblables à ceux de sa mère, il voyait sa propre Léa au même âge. Il entendait encore ses premiers mots, ses premiers rires. « J'aime les enfants », marmonna-t-il simplement, embarrassé par cette exposition de ses sentiments. Soudain, un gémissement faible s'échappa des lèvres d'Amira. Ses paupières frémirent, et lentement, très lentement, elle ouvrit les yeux.
Le premier visage qu'elle vit fut celui de Marcel, penché vers elle avec une expression de profonde inquiétude. « Yanis » fut le premier mot qu'elle prononça, sa voix à peine audible, rauque après 3 jours de silence. « Il va bien », répondit immédiatement Marcel en se rapprochant du lit pour qu'elle puisse voir son fils. « Il va très bien, regardez. » Les yeux d'Amira s'emplirent de larmes quand elle aperçut son bébé, bien portant, propre, souriant même. Elle tendit une main tremblante vers lui, et Yanis, comme s'il reconnaissait instinctivement sa mère, gazouilla joyeusement et agita ses petits bras. « Mon trésor », murmura-t-elle en arabe, puis en français, « Mon petit trésor ». Marcel déposa délicatement l'enfant contre la poitrine de sa mère, et tous deux regardèrent avec émotion ces retrouvailles qu'ils avaient craint de ne jamais voir. « Je suis le capitaine Marcel Dubois », dit-il doucement. « C'est moi qui vous ai sorti de l'eau avec votre fils. » Amira le regarda longuement, étudiant ce visage buriné par le sel et le solvant, ses yeux bleus fatigués mais bienveillants, cette barbe grisonnante qui lui donnait un air de marin d'autrefois. « Je me souviens de votre voix, » dit-elle lentement. « Vous m'avez parlé en arabe. Anna Marcel, je pensais que j'allais mourir. » Sa voix se brisa sur ces derniers mots, et elle serra son fils plus fort contre elle. Le docteur Rousseau s'approcha pour vérifier les réflexes d'Amira et prendre sa tension. « Vous avez eu beaucoup de chance, Madame Ben Ali. Quelques minutes de plus dans cette eau glacée, et nous ne pourrions pas avoir cette conversation. » Amira ferma les yeux, revivant mentalement ces heures terrifiantes sur le canot qui prenait l'eau, la peur panique de voir son bébé sombrer avec elle, cette prière désespérée répétée 1000 fois. « Allah, sauve mon enfant, peu importe ce qui m'arrive. »« D'où venez-vous » demanda Marcel avec précaution, ne voulant pas brusquer cette femme qui se remettait à peine de son calvaire. Amira le regarda un long moment, avant de répondre, comme si elle jaugeait sa sincérité. « D'Alger, capitaine. J'étais professeur de littérature française au lycée Ibn Khaldoun. » Sa voix porta une fierté mêlée de nostalgie quand elle évoqua son ancienne profession. « Mais après la mort de mon mari dans un attentat, il n'y avait plus d'avenir pour nous là-bas. » Marcel sentit son cœur se serrer. Lui aussi avait perdu les êtres qui lui étaient le plus chers. Lui aussi connaissait cette douleur qui vous arrache une partie de l'âme. « Comment s'appelait votre mari » demanda-t-il doucement. « Karim » répondit Amira, ses yeux s'humidifiant à nouveau. « Karim Ben Ali. Il était journaliste. Un homme bon qui voulait juste dire la vérité. Ils l'ont tué pour ça. » Elle caressa tendrement les cheveux fins de Yanis. Il n'a même pas eu le temps de connaître son fils. Yanis est né 2 mois après sa mort. Le silence s'installa dans la chambre, lourd de douleurs partagées et de compréhension mutuelle. Marcel comprenait maintenant pourquoi cette femme avait tout risqué pour traverser la Manche. Elle ne fuyait pas seulement la pauvreté ou la guerre, elle fuyait les fantômes, les souvenirs, l'impossibilité de reconstruire une vie là où tout lui rappelait l'homme qu'elle avait perdu. « Ma femme et ma fille sont mortes il y a 3 ans, dit-il soudainement, surprenant même par cette confidence spontanée. Un accident en mer. Depuis, je sauve les autres, pour essayer de, je ne sais pas, racheter quelque chose. » Amira le regarda avec une intensité nouvelle, reconnaissant en lui un frère de douleur. « Vous n'avez rien à racheter, capitaine. Vous nous avez sauvé la vie. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Mais moi, qu'est-ce qui va nous arriver maintenant ? Je n'ai pas de papier, pas d'argent, rien. Juste mon fils et l'espoir d'une vie meilleure. » Marcel réfléchit un moment. Il connaissait les procédures d'immigration, la bureaucratie impitoyable, les centres de rétention où finissaient souvent les migrants sans papier. L'idée de voir Amira et Yanis enfermés dans ces lieux lui était insupportable. « Écoutez, » dit-il en se penchant vers elle, « j'ai quelques contacts à la préfecture, des amis avocats. Nous allons trouver une solution. En attendant, vous avez besoin de repos, de reprendre des forces. » Il hésita un instant puis ajouta, « J'ai une grande maison vide près du port. Si vous voulez, le temps que les choses se règlent. » Amira écarquilla les yeux, surprise par cette générosité inattendue. « Pourquoi feriez-vous ça pour nous ? Vous ne nous connaissez même pas. » Marcel sourit, un sourire triste mais sincère. « Parce que j'ai appris qu'on ne peut pas sauver les morts, mais qu'on peut encore aider les vivants. Et parce que... » Il regarda Yanis qui s'était endormi dans les bras de sa mère. « Parce que cet enfant mérite sa chance. » Amira sentit les larmes couler sur ses joues, des larmes de reconnaissance et d'émotion pure. Depuis la mort de Karim, personne ne lui avait montré autant de compassion désintéressée. « Je ne pourrai jamais vous remercier assez, » murmura-t-elle. « Vous nous avez non seulement sauvé la vie, mais vous nous offrez l'espoir. » Marcel secoua la tête. « C'est vous qui m'offrez quelque chose, Amira. »
Depuis 3 jours que je m'occupe de Yanis, je me sens vivant à nouveau. Il se leva, embarrassé par cette confession. Reposez-vous maintenant. Demain, quand le médecin vous aura donné l'autorisation de sortir, je vous emmènerai chez moi. Nous aviserons pour la suite. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la chambre, la voix d'Amira l'arrêta. « Capitaine Marcel ?» Il se retourna. « Merci », dit-elle simplement. Mais ces 2 mots portaient en eux toute la gratitude du monde. Marcel hocha la tête et sortit, laissant la mère et l'enfant se retrouver dans l'intimité de leur amour reconquis. Dans le couloir, il croisa l'infirmière en chef, Madame Leblanc, une femme sèche mais au cœur d'or, qui travaillait dans cet hôpital depuis 20 ans. « Alors notre miraculée va mieux ?» demanda-t-elle avec un sourire. « Elle s'en sortira », répondit Marcel. « Elle est forte, plus forte qu'elle ne le croit. » Madame Leblanc l'observa un moment. « Et vous, capitaine, vous allez bien ? Ces 3 jours, je vous ai vu vous transformer. Cette femme et cet enfant comptent beaucoup pour vous. » Marcel réfléchit à cette remarque. C'était vrai, il comptait pour lui, plus qu'il ne l'aurait imaginé possible. « Ils m'ont rendu quelque chose que je croyais avoir perdu à jamais, » dit-il finalement. L'envie de protéger, de construire quelque chose au lieu de juste survivre. En quittant l'hôpital, Marcel contempla le port de Calais qui s'éveillait sous le soleil matinal. Demain, une nouvelle vie commencerait pour eux 3. Une vie faite d'incertitudes, de défis administratifs, de difficultés d'intégration, mais aussi d'espoir et de solidarité. Il pensait déjà aux démarches à entreprendre, aux appels à passer, aux faveurs à demander. Pour la première fois depuis la mort de Claire et Léa, Marcel Dubois avait un projet qui dépassait sa simple survie quotidienne. Construire un avenir pour une femme courageuse. Et son fils, ces 2 êtres qui avaient ravivé sa foi en l'humanité. La maison de Marcel Dubois se dressait face à la mer, une bâtisse en pierre grise du début du siècle dernier, avec ses volets bleus délavés par les embruns et son petit jardin protégé par une haie de tamaris. Quand il ouvrit la porte d'entrée pour accueillir Amira et Yanis, un parfum de cire d'abeille et de lavande séchée s'échappa de l'intérieur. Cela faisait 3 ans que cette demeure résonnait uniquement de ses pas solitaires, depuis que Claire et Léa avaient quitté ce monde, emportant avec elles les rires et la joie qui animaient autrefois ces murs silencieux. « Voici votre nouvelle maison, temporairement du moins », dit Marcel en portant la petite valise qu'Amira avait reçue de la Croix-Rouge à l'hôpital. Amira franchit le seuil avec précaution, tenant Yanis dans ses bras, ses yeux scrutant chaque détail de ce lieu qui allait devenir leur refuge. Le salon était meublé simplement mais avec goût, un canapé en cuir fatigué, une table basse en bois flotté, des étagères remplies de livres de navigation et de romans d'aventure. Mais ce qui attira immédiatement son attention, ce furent les photographies posées sur la cheminée, une femme blonde aux yeux pétillants et une fillette d'environ 5 ans, aux boucles châtaines et au sourire espiègle. « Votre famille ?» demanda-t-elle doucement. Marcel s'arrêta devant les photos, son visage se crispant légèrement. « Claire et Léa », répondit-il simplement. « Ma femme était institutrice, et ma fille, elle adorait les histoires de pirates et rêvait de naviguer avec moi quand elle serait grande. » Sa voix se brisa imperceptiblement sur ces derniers mots. Amira comprit instinctivement qu'elle ne devait pas insister. La douleur dans les yeux de Marcel était la même que celle qu'elle portait pour Karim, cette blessure intime qui ne cicatrise jamais vraiment. « La chambre d'amis est au 1er étage », continua Marcel en retrouvant sa contenance. « J'ai installé un lit de bébé que j'ai emprunté à ma voisine, Madame Durand. C'est une brave femme, elle a élevé 4 enfants. » Il gravit l'escalier de bois qui grinçait sous leurs pas, Amira le suivant en découvrant les murs ornés de cartes marines et d'encres en cuivre patiné. La chambre était petite mais accueillante, avec une fenêtre donnant sur le jardin et, au-delà, sur l'immensité grise de la Manche. « C'est parfait, capitaine », dit Amira en installant Yanis dans le petit lit. « Plus que parfait même. Je n'espérais pas tant de générosité. » Marcel haussa les épaules, embarrassé. « Appelez-moi Marcel, s'il vous plaît. Et c'est normal. Vous avez traversé l'enfer pour donner une chance à votre fils. Le minimum, c'est de vous offrir un toit décent le temps que vous vous reconstruisiez. » Il marqua une pause. « D'ailleurs, nous avons rendez-vous demain matin à 9h avec Maître Fournier, un avocat spécialisé dans le droit des étrangers. Il va étudier votre dossier. » Cette nuit-là, Amira ne dormit que par intermittence. Chaque bruit de la maison la réveillait. Le craquement des poutres, le sifflement du vent dans les volets, le murmure lointain des vagues. Elle n'était plus habituée au silence, elle qui avait passé des mois dans des centres d'hébergement surpeuplés, puis ces terribles jours de voyage dans des conditions précaires. Vers 3h du matin,
Elle entendit Yanis pleurer et se leva pour le consoler. Mais en arrivant près du lit, elle découvrit Marcel déjà penché sur l'enfant, lui murmurant des mots doux en le berçant avec une tendresse infinie. « Je ne voulais pas vous réveiller », chuchota-t-il, un peu gêné d'être surpris dans ce moment d'intimité. L'habitude de l'hôpital. Je me réveille au moindre bruit maintenant. Amira sourit, touchée par cette attention. Vous étiez père avant l'accident? Marcel hocha la tête. Léa était tout pour moi. Quand je rentrais de mission, elle courait m'accueillir sur le port. Elle disait qu'elle voulait devenir capitaine comme papa. Sa voix se perdit dans le souvenir, et Amira posa instinctivement sa main sur son bras. Elle aurait été fière de vous voir avec Yanis, dit-elle doucement. Vous avez une façon naturelle avec les enfants. Mon fils vous fait déjà confiance. Marcel regarda le bébé qui s'était rendormi dans ses bras. Il me rappelle Léa au même âge. Cette façon de vous observer, comme s'il essayait de comprendre le monde qui l'entoure. Il rendit délicatement l'enfant à sa mère. Rendormez-vous. Demain sera une journée importante. Le lendemain matin, dans le cabinet feutré de Maître Fournier, rue Nationale, l'atmosphère était tendue. L'avocat, un quinquennaire aux cheveux argentés et aux lunettes de lecture posées au bout du nez, examinait attentivement les quelques documents qu'Amira avait pu sauver de son périple, son diplôme de l'université d'Alger, un certificat de travail de son ancien lycée, et surtout l'acte de naissance de Yanis, miraculeusement préservé dans un sac plastique étanche. « Votre situation est délicate, Madame Ben Ali », annonça-t-il finalement. « Vous êtes entrée sur le territoire français de manière irrégulière, sans visa ni demande d'asile préalable. Techniquement, vous risquez une mesure d'éloignement. » Amira sentit son cœur se serrer. Marcel, assis à côté d'elle, se raidit. « Mais, » continua l'avocat, « votre profil présente des éléments favorables. Vous êtes diplômé, francophone, et surtout, vous fuyez des persécutions avérées. La mort de votre mari journaliste peut constituer un motif de protection. Quelles sont nos chances ? Demanda Marcel directement. Maître Fournier ôta ses lunettes et les nettoya soigneusement. Avec un dossier bien constitué, je dirais 70%, mais il faudra du temps, de la patience et des témoignages solides. Capitaine Dubois, votre témoignage sur les conditions de sauvetage sera crucial. Vous étiez témoin de sa détresse, de son courage maternel. Marcel hocha vigoureusement la tête. Je témoignerai, bien sûr. Cette femme a risqué sa vie pour son enfant. Elle mérite notre protection. En sortant du cabinet, Amira était partagée entre l'espoir et l'angoisse. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle à Marcel while ils marchaient vers le port. « Et s'il nous renvoie ?» Marcel s'arrêta et lui fit face, ses yeux bleus plantés dans les siens. « Ça marchera. Je ne vous laisserai pas tomber, ni vous, ni Yanis. C'est une promesse. » Cette détermination dans sa voix rassura Amira, mais elle savait que les procédures administratives étaient impitoyables. Les semaines suivantes s'installèrent dans une routine fragile, mais réconfortante. Amira s'occupait de la maison avec un soin méticuleux, comme pour témoigner sa reconnaissance. Elle cuisinait des plats algériens qui embaumaient toute la demeure d'épices nouvelles, au grand plaisir de Marcel qui découvrait des saveurs inconnues. Le soir, après le dîner, elle lisait des histoires à Yanis en français et en arabe, et Marcel restait souvent à écouter, fasciné par la musicalité de cette langue qu'il ne comprenait pas mais qui berçait agréablement ses oreilles. « Que lui racontez-vous » demanda-t-il un soir. « Des contes de mon pays » répondit Amira. « L'histoire de Dja et son âne, ou celle de la princesse et les 7 djinns. Des histoires que me racontait ma grand-mère quand j'étais petite. » Elle marqua une pause. « Je veux qu'il connaisse ses origines, même si sa vie sera française. » Marcel comprenait cette volonté. Il aura de la chance d'avoir 2 cultures. Léa aussi adorait les histoires. Claire lui lisait des contes français, et moi, je lui inventais des aventures de pirates. Mais cette tranquillité relative fut brutalement interrompue un matin de mars. Amira revenait du marché avec Yanis quand elle aperçut 2 hommes en costume sombre qui sonnaient à la porte de Marcel. Son sang se glaça quand elle reconnut l'allure caractéristique des fonctionnaires de préfecture. Elle se cacha derrière la haie de Madame Durand, serrant son fils contre elle, le cœur battant la chamade. Marcel ouvrit, et elle entendit des bribes de conversation. Contrôle de routine, hébergement d'étrangers en situation irrégulière, convocation. Quand les hommes repartirent, Marcel la chercha partout, inquiet. Il la trouva finalement dans le petit abri de jardin, tremblante, les larmes aux yeux. « Ils viennent me chercher, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix blanche. Marcel s'agenouilla devant elle. « Non, ils ne vous emmèneront pas. C'est juste une enquête de routine.
Maître Fournier m'avait prévenu que cela pourrait arriver. Il prit ses mains dans les siennes. « Amira, regardez-moi. Je vous ai sorti de l'eau. Je ne vous laisserai pas sombrer sur la terre ferme. » Cette nuit-là, Amira ne dormit pas du tout. Elle resta à la fenêtre, guettant chaque bruit, chaque mouvement dans la rue, prête à fuir avec Yanis, si nécessaire. Marcel la trouva au petit matin, épuisée, l'enfant endormi dans ses bras. « Venez, dit-il doucement. J'ai préparé du café, et Maître Fournier arrive dans 1 heure. Nous allons faire face ensemble. » Cette dernière phrase résonna étrangement dans le cœur d'Amira. Ensemble, depuis la mort de Karim, elle avait tout affronté seule. L'idée d'avoir quelqu'un à ses côtés, quelqu'un qui se battait pour elle et son fils, lui donnait une force nouvelle. L'avocat arriva avec des nouvelles mitigées. La préfecture a ouvert une enquête sur votre situation, mais c'est aussi bon signe. Cela signifie qu'ils étudient sérieusement votre dossier au lieu de procéder à un éloignement immédiat. Il sortit plusieurs documents de sa mallette. J'ai rassemblé des témoignages sur les conditions en Algérie, des rapports d'Amnesty International sur les journalistes assassinés. Votre histoire tient la route. Marcel se pencha en avant. Que pouvons-nous faire de plus? L'avocat sourit. Continuez à vivre normalement. Montrez que vous vous intégrez, que vous êtes utile à la communauté. Et surtout, gardez espoir. En raccompagnant l'avocat, Marcel croisa Madame Durand qui arrosait ses géraniums. « Comment va votre protégée, capitaine ?» demanda la vieille dame avec bienveillance. « Elle tient bon, » répondit Marcel. « C'est une battante. » Madame Durand hocha la tête. « Comme vous, capitaine. Cela fait plaisir de voir votre maison revivre. Cette petite famille vous fait du bien. » Marcel resta un moment silencieux. « Ils ne sont pas ma famille, Madame Durand. » La vieille dame lui lança un regard malicieux. « Pas encore, peut-être. Mais les familles du cœur valent parfois mieux que celles du sang. » Cette remarque poursuivit Marcel toute la journée. En regardant Amira bercer Yanis en lui chantant une berceuse arabe, en la voyant sourire malgré l'inquiétude qui ne la quittait jamais tout à fait, il réalisa que quelque chose avait définitivement changé en lui. Cette femme et cet enfant n'étaient plus seulement des personnes qui l'aidaient par devoir humanitaire. Ils étaient devenus sa raison de se lever le matin, son port d'attache après des années de dérive émotionnelle. Demain, il faudrait peut-être se battre encore plus fort pour les protéger, mais ce soir, dans la chaleur de cette maison redevenue vivante, Marcel Dubois se sentait enfin chez lui. 6 mois après le sauvetage, la préfecture de Calais résonnait des pas nerveux de Marcel et Amira, qui attendaient dans le couloir administratif. Yanis, maintenant âgé d'1 an, gazouillait joyeusement dans les bras de sa mère, inconscient de l'importance de cette journée qui allait décider de leur avenir. Les murs beiges et l'éclairage froid des néons ne parvenaient pas à entamer leur espoir, forgé par des mois de complicité et d'entraide mutuelle. « Madame Ben Ali » appela une voix depuis le bureau. Sophie Lemaire, la fonctionnaire chargée du dossier, les accueillit avec un sourire inhabituel dans ce lieu habituellement austère. « Asseyez-vous, je vous prie. » Elle ouvrit le dossier épais qui contenait toute l'histoire d'Amira, les témoignages, les preuves de persécution en Algérie, les lettres de recommandation des habitants de Calais qui avaient appris à connaître cette jeune femme courageuse. « Après étude approfondie de votre situation, Madame Ben Ali, » commença la fonctionnaire, « et compte tenu des éléments probants concernant les menaces que vous et votre enfant avez subies dans votre pays d'origine, la France vous accorde le statut de réfugié politique. » Amira sentit ses jambes se dérober sous elle. Marcel la rattrapa instinctivement, son propre visage rayonnant d'un bonheur qu'il n'avait plus ressenti depuis des années. « Cela signifie que vous pouvez légalement résider en France, travailler et bénéficier de tous les droits sociaux, » continua Madame le maire. « Votre fils Yanis obtient automatiquement les mêmes droits que vous. » Amira éclata en sanglots de soulagement, serrant son bébé contre elle. « Merci, » parvint-elle à articuler entre ses larmes. « Merci infiniment. » En sortant de la préfecture, Marcel et Amira s'arrêtèrent sur le parvis, contemplant la ville de Calais qui s'étalait devant eux sous un soleil printanier. « Nous avons réussi, » murmura Amira, encore incrédule. « Yanis va pouvoir grandir ici, aller à l'école, devenir français s'il le souhaite. » Marcel la regardait, ému par cette joie pure qui illuminait son visage. « Vous avez réussi, » corrigea-t-il. « Votre courage et votre détermination ont fait la différence. » Ce soir-là, dans la maison face à la mer, ils célébrèrent cette victoire avec un repas spécial qu'Amira avait préparé. Un couscous aux légumes parfumés à la cannelle et aux raisins secs, accompagné de pâtisseries algériennes au miel. « À Yanis, » dit Marcel en levant son verre de thé à la menthe. « À son avenir en France. »« À vous, Marcel, » répondit Amira. « Sans vous, nous ne serions pas là. »
Alors qu'il regardait Yanis jouer sur le tapis du salon, Marcel prit une inspiration profonde. « Amira, j'ai quelque chose à vous dire. » Elle leva les yeux vers lui attentive. « Ces 6 mois, vous et Yanis, vous avez transformé ma vie. Cette maison était devenue un mausolée, et vous l'avez rendue vivante à nouveau. » Il hésita, cherchant ses mots. « Je sais que vous avez vos papiers maintenant, que vous pourriez partir, recommencer ailleurs. Pourquoi partirais-je » l'interrompit doucement Amira. « Cette maison est devenue notre foyer. Vous êtes devenu le père que Yanis n'a jamais eu, et l'ami dont j'avais besoin pour reconstruire ma vie. » Elle se rapprocha de lui. « Si vous nous voulez encore, nous aimerions rester. » Marcel sentit son cœur se gonfler d'une émotion qu'il croyait définitivement éteinte. « Bien sûr que je vous veux, tous les deux, pour toujours. » Il prit les mains d'Amira dans les siennes. « Épousez-moi, Amira, pas par obligation, pas par reconnaissance, mais parce que je vous aime. Vous et Yanis, vous êtes ma famille maintenant. » Amira sourit à travers ses larmes de bonheur. « Oui, Marcel, 1000 fois oui. » Yanis, comme s'il comprenait l'importance du moment, rampa vers eux en gazouillant joyeusement. Marcel le souleva dans ses bras, et tous trois s'embrassèrent dans un élan d'amour pur. 1 an plus tard, sur la plage de Calais où Marcel avait l'habitude de marcher seul avec ses souvenirs douloureux, une nouvelle scène se jouait. Yanis, maintenant âgé de 2 ans, courait sur le sable en riant, poursuivi par Marcel qui faisait semblant de ne pas pouvoir l'attraper. Amira, enceinte de 6 mois de leur second enfant, les regardait depuis leur couverture de pique-nique, radieuse de bonheur. « Papa, Marcel, regarde !» criait Yanis en montrant un coquillage qu'il venait de trouver. Marcel s'agenouilla près de l'enfant, examinant sérieusement le trésor. « C'est magnifique, mon grand. Nous l'ajouterons à ta collection. » Yanis parlait maintenant couramment français avec quelques mots d'arabe qu'Amira lui enseignait, incarnant parfaitement cette double culture qui enrichissait leur famille. Le soir, dans la maison désormais remplie de rires d'enfants et de projets d'avenir, Marcel contemplait les photos sur la cheminée. Aux côtés des portraits de Claire et Léa, trônaient maintenant les photos de son mariage avec Amira et celles de Yanis à tous les âges. Il n'avait pas remplacé sa première famille. Il en avait construit une nouvelle, différente mais tout aussi précieuse. « À quoi penses-tu » demanda Amira en s'installant près de lui sur le canapé. « Je pense que Claire et Léa auraient adoré Yanis », répondit Marcel en caressant tendrement le ventre rond de sa femme. « Et elles auraient été heureuses de savoir que leur papa a retrouvé l'amour. » Amira posa sa tête sur son épaule. « Elle veille sur nous, j'en suis sûr. » Dehors, la Manche murmurait ses éternels secrets, mais elle n'était plus pour Marcel synonyme de tragédie. Elle était devenue le témoin de leur bonheur reconquis, de cette famille née des flots et de la compassion humaine. Yanis dormait paisiblement dans sa chambre, citoyen français par adoption du cœur, porteur d'un avenir que sa mère avait conquis au péril de sa vie. Et dans quelques mois, une petite sœur viendrait compléter ce tableau de bonheur que ni Marcel ni Amira n'auraient osé espérer. L'histoire qui avait commencé par un cri désespéré « Sauvez mon bébé, pas moi !» s'achevait sur la plus belle des rédemptions. L'amour avait triomphé de la tragédie, et une nouvelle famille était née de la rencontre improbable entre un capitaine sauveteur et une mère courageuse, unis à jamais par le petit Yanis qui avait sauvé leurs âmes meurtries.